Alors, on va démarrer par votre parcours. Euh, on vous voit beaucoup. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Vous êtes un visage connu aujourd'hui de la sphère publique, politique, des débats, etc. Mais peut-être que les personnes qui vous regardent et qui vous écoutent habituellement ne savent pas trop l'homme derrière toutes ces prises de position, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez revenir un peu sur votre parcours, notamment académique et professionnel, pour qu'on comprenne un peu votre trajectoire sur ce. Ah oui, bien sûr. D'abord, j'ai fait une maîtrise en lettres modèles à l'université de Cocody. Très bien. Je pense que je me préparais à faire ma thèse en lettres modèles, D'accord. en littérature française du XIIe siècle plus précisément. Lorsqu'il y a eu les événements d'avril 2011, j'ai dû me retrouver à l'étranger. Donc, une fois en Europe, j'ai délaissé la littérature pour la communication. C'est un choix stratégique qui cadrait plus avec mon engagement politique. Donc, je me suis inscrit à l'UPEC, à l'Université Paris-Créteil. J'ai fait un master en communication politique et publique. Voilà, j'ai aussi fait un certificat en sciences politiques à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Je pense que les événements politiques étant plus calmes, ce serait bien que je pense à terminer ma thèse à l'UPEC. Parce que mon prof m'étalonne depuis. En communication cette fois-ci ou en lettres modèles? En communication, oui. Voilà. Donc, professionnellement, effectivement, je travaillais en Europe avec certains cabinets, avec certains de mes professeurs, parce que la plupart, ils étaient déjà en cabinet. Depuis que je suis revenu en Côte d'Ivoire, vous savez, la difficulté, je l'expliquais la dernière fois, la difficulté, c'est d'à la fois exercer le métier et être soi-même dans la pratique. C'est la plupart des difficultés que rencontrent les communicants ou les stratèges politiques. Donc là, aujourd'hui, on a une boîte de communication qui fait de la communication 360 depuis la conception de la stratégie jusqu'à la déclinaison dans le domaine de l'imprimerie et tout ça. Ok. Donc, vous êtes entrepreneur ou? Ah ben oui, bien sûr. Ok. Très bien. Donc ça, c'est un détail qui est peut-être important et que beaucoup de personnes ne savaient pas. Très bien. Ben, félicitations déjà pour ce parcours. Alors, vous avez dit avoir fait des études de lettres modernes, même si vous avez bifurqué pour vous retrouver plutôt aujourd'hui du côté de la communication. Mais on dit souvent que la littérature précède la politique chez les grands stratèges. Quels sont les auteurs ou les œuvres qui ont façonné votre vision du politique et de la souveraineté? Si c'est un sujet qu'on peut aborder dès le début. Oui, bien sûr, forcément, je pense que dans tout ce qu'on lit, il y a de l'apprentissage. Même dans la littérature qui peut sembler la plus facile. Je pense qu'on apprend forcément à mieux écrire, à mieux s'exprimer en lisant tout ce qui passe. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je lisais tout ce qui traite. Un peu de tout. Après, en politique, naturellement, l'un des classiques. Quand on s'engage en politique, on a forcément Machiavel, avec les princes qui détaillent l'art de la conquête et de la conservation du pouvoir. On a aussi Hobbes, avec les Léviathans, qui explique comment l'État constitue un rempart contre le chaos, mais nous qui sommes attachés à la démocratie, il y a aussi Rousseau dans le contrat social qui m'a beaucoup marqué parce qu'il y explique que la souveraineté appartient au peuple. Donc elle ne peut être aliénée. C'est le fondement aujourd'hui, de toutes les démocraties modernes. Après, on a des auteurs naturellement africains comme Kwame Nkrumah qui expliquent comment est-ce que le panafricanisme est la réponse justement à ces États qui venaient d'avoir leur indépendance. Et puis bon, naturellement, on a le père Cheikh Anta Diop qui structure, qui explique comment on ne peut arriver à la souveraineté politique et économique sans la souveraineté culturelle. Donc, vous savez, quand vous mettez ensemble tous ces pans, vous voyez que ça se rejoint parce que l'objectif, c'est la construction d'une conscience nationale. C'est la reconnaissance de la souveraineté qui appartient au peuple. Et puis, c'est la mise en avant de notre culture qui doit favoriser justement cette souveraineté-là. Très bien. Donc, ça fait un scope de littérature assez large. Ça se voit que sur les auteurs africains, il y a un fort penchant sur les questions d'identité et de souveraineté. Bon, après, c'est des sujets sur lesquels on va venir dans la suite de l'entretien. Mais c'était déjà une présentation qui laissait entrevoir la suite de la discussion. On vous présente souvent, ou vous vous présentez souvent, comme spin doctor. C'est une expression, je crois, américaine. Est-ce que vous pouvez mieux la définir et pourquoi est-ce que vous vous considérez comme tel aujourd'hui?
Ah non, vous savez, l'anglicisme, c'est le dit spin doctor. En français, c'est stratège en communication. C'est pas une considération, c'est à l'issue du parcours académique que vous avez ce titre après, vous êtes soit junior, soit senior en fonction du diplôme et du background que vous avez. Donc, ce n'est pas une décision, c'est la conséquence du parcours. De votre formation et de votre parcours de formation. L'objectif du stratège en communication, c'est de transformer la vision politique en discours politique. Parce que on peut avoir la vision, mais sans construire le discours qui accompagne cette vision-là. C'est de veiller aussi à ce que les actes soient en conformité avec les paroles. Parce que quand on parle souvent de stratégie en communication politique, on assimile cela systématiquement à de la manipulation. Non, il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de rendre le discours audible auprès d'une cible bien précise pour faire en sorte que la vision qui est défendue soit comprise par la couche sociale ou bien la couche culturelle qu'on vise. Donc, le stratège, il s'empare de la vision, il construit le discours politique qui accompagne la vision et puis veille à ce que les actes soient en conformité avec la vision. Naturellement, il prépare aussi les échéances électorales, il bâtit des stratégies pour faire triompher éventuellement les candidats. Donc voilà. Très bien. Mais pour un politique qui est membre d'un parti, quand on a cette expertise, est-ce que finalement on la met uniquement au compte de son parti ou on peut éventuellement mettre en exergue ses compétences dans le cadre d'autres activités, notamment entrepreneuriales? Non, ça, je l'expliquais la dernière fois lors d'un entretien avec un journaliste. C'est la principale difficulté que je rencontre ici. Parce que mon engagement politique fait qu'il m'est inconcevable de travailler avec un concurrent. Avec un concurrent, ça n'aura aucun sens que je sois en train, dans le cadre du bénévolat, parce que le militantisme, c'est du bénévolat. Oui. Donc, dans le cadre du bénévolat, en train de vendre les idées du PPACI, du président Laurent Gbagbo, et puis, dans un autre temps, de travailler à promouvoir les idées, soit du PDC ou du RADP, je manquerais de cohérence, alors que les stratèges politiques, sa matière première, c'est la cohérence. Donc, oui, effectivement, aujourd'hui, du fait de mon engagement politique, je n'exerce pas professionnellement en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de sens. Effectivement, je n'exerce pas professionnellement en Côte d'Ivoire dans le domaine politique. Tout à fait. Par contre, avec des organisations, des ONG, des organisations de la société civile, oui, ça, nous y travaillons. Ok, parfait. Ben, on va faire la transition maintenant vers justement votre engagement politique. Donc, vous êtes membre du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Laurent Gbagbo, qui a piloté la mise en place de ce nouvel outil politique après son séjour à La Haye. On a été tous témoins de cet épisode. Vous êtes connu pour votre loyauté intellectuelle et politique envers cet homme. Comment est-ce que vous arrivez à articuler cet héritage historique et le renouvellement générationnel? On parle aujourd'hui de la place des jeunes dans l'écosystème politique. Comment est-ce que vous arrivez à défendre votre mentor et à la fois le renouvellement politique? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est un peu contradictoire? Non, pas du tout. Mais vous savez, vous avez utilisé le thème séjour. Parlons du président Laurent Gbagbo à la CBI. Je préfère qu'on dise emprisonnement et puis acquittement. Parce qu'un séjour, ça pourrait laisser penser à des voyages et autres. Non, il était en voyage, il a été emprisonné injustement et puis acquitté à l'issue d'une procédure dans laquelle il a été reconnu non coupable des faits allégués. Donc, c'était un homme réhabilité totalement qui est revenu en Côte d'Ivoire. Après, vous savez, le renouvellement, les systématiques. Puisqu'on va en parler, le président Laurent Gbagbo, c'est un socle. Oui. Mais la pensée politique ne peut pas s'arrêter, en fait. Elle se renouvelle, cette pensée politique-là. Elle se renouvelle humainement, elle se renouvelle au fur et à mesure que la donne politique change. Mais il y a un socle, ce que moi j'appelle le socle politique. Le socle politique aujourd'hui, concernant le président Laurent Gbagbo, c'est la souveraineté, c'est la primauté du peuple, c'est l'indépendance, c'est le panafricanisme. Donc c'est ce socle-là que nous défendons. Après, comme nous transmettons, et lui-même il est à l'étape de la transmission. Donc comme nous transmettons, vous voyez que les générations se renouvellent et naturellement. Il y a 10 ans, j'étais pas avec le président Laurent Gbagbo. Moi, j'étais étudiant, je faisais mes petites études tranquillement. Donc, au sein du parti, si vous voyez, la plupart des visages que le parti met en avant, c'est des jeunes. À peine, ils ont la cinquantaine, en fait. Ouais. Quand vous voyez tous ceux qui sont au devant de la scène politique au niveau du PPACI, ceux que le parti envoie dans les émissions télé, en général, on est les plus jeunes quand on se retrouve sur
sur les plateaux. Donc, c'est la preuve que... Donc, pour vous, ce renouvellement se déroule bien au sein de votre parti? Mais naturellement, vous savez, comme vous voyez, on est le seul parti, par exemple, qui a mis dans ses tests que pour diriger la jeunesse du parti, il faut avoir maximum 35 ans. OK. Vous voyez les autres présidents des jeunes, les autres partis, ils ont la cinquantaine, ils sont présidents des jeunes. Il y a qu'au PPACI que le premier résultat des jeunes, c'est marqué c'est écrit dans les tests, on l'a adopté au Congrès, qu'il faut un maximum 35 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on a... Est-ce que c'est opérationnel? Ben, bien sûr, oui. En pratique. Bien sûr, l'actuel président des jeunes, Indri James, il a 33 ans. OK. Donc, voilà. Très bien. Toujours dans cette veine, est-ce que on peut dire aujourd'hui que le gbagboïsme, s'il devait être à plein ici, serait une doctrine politique achevée? Non, vous savez, c'est ce que je vous expliquais précédemment. Le gbagboïsme, c'est un socle. D'accord. Oui. Et une pensée politique n'est jamais achevée. Elle est en mutation constante. Mais elle a un socle. Si c'est dans le cas d'un bâtiment, on dirait que c'est la fondation. Une fois que la fondation elle est solide et qu'elle est connue, on peut modifier le bâtiment comme bon nous semble. Ici, le socle, comme je le répétais, c'est la souveraineté. C'est le socialisme. C'est le panafricanisme. Ça, c'est le socle que défend le président Laurent Gbagbo. Et surtout, l'attachement aux libertés publiques et individuelles. On ne peut pas être Gbagboï si on n'est pas attaché aux libertés publiques et individuelles, si on n'est pas attaché à la démocratie. Donc ça, c'est le socle. Après ce socle-là, nous nous sommes amenés à le faire évoluer et à l'adapter. Donc, il faut veiller à ce que la colonne vertébrale ne se liquéfie pas. Parce que sinon, on finit par avoir une idéologie, excusez-moi, bâtarde, qui ne répond plus à rien. Donc, il faut veiller à ce que la colonne vertébrale reste en l'état, qu'elle ne se dilue pas. Mais il faut veiller aussi à ce que les moyens de défense de ce socle-là évoluent. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que la génération d'aujourd'hui que nous faisons, nous l'adaptons. Par exemple, quand le président Laurent Gbagbo écrivait sa plupart des livres, il n'y avait pas les TIC. Facebook, WhatsApp, tout ça n'existait pas. Donc, nous sommes obligés de tenir compte de notre environnement, mais veiller à ce que le socle demeure et nous l'adaptons pour qu'il soit compréhensible par toutes ces générations qui viennent après. OK, très bien. On va présent un peu entrer dans un sujet qui fait aujourd'hui l'actualité, politique également, c'est le panafricanisme. C'est une notion qui revient très souvent depuis quelques années déjà, avec des figures fortes aussi au niveau des médias. Les principaux détracteurs de ce courant le jugent utopique. Pour eux, c'est théorique. Et que la plupart des leaders qui ont fait la promotion de ce courant, justement, n'ont pas été en capacité de l'implémenter dans leur propre pays, sur leur propre peuple, et jugent en fait que c'est quelque chose qui n'est pas pertinent dans le siècle actuel. Ils mentionnent des personnes comme Thomas Sankara, très connu, Kwame Nkrumah, ou encore Sékou Touré, pour lesquels ils estiment que pendant les périodes au cours desquelles ils ont exercé le pouvoir sur le plan pratique, leurs pays n'ont pas connu le décollage, ou en tout cas expérimenté l'idéal qu'ils défendaient. Donc, est-ce que aujourd'hui on peut considérer que c'est une doctrine qui est pertinente dans notre contexte actuel avec les mutations globales qu'il y a? Mais vous savez, toutes les nations auprès de qui on va s'endetter ont mis en place ce qui ressemble au panafricanisme. L'Union européenne, auprès de qui on s'endette, concernant les États-Unis, c'est combien d'États? Donc, comment dans ce monde où les gens forment des grands ensembles, même le BRICS aujourd'hui, c'est plusieurs États qui se mettent ensemble. Donc, comment dans un monde où les forces se réunissent pour peser plus, les Africains peuvent croire que le panafricanisme n'est pas la solution? C'est la solution. Après, je suis d'accord avec vous, il faut passer de la théorie à la pratique. Comment est-ce qu'on rend opérationnel cette idée du panafricanisme? Et les structures existent déjà. On a l'UEMOA, on a la CEDEAO, on a l'Union africaine. Malheureusement, on a des chefs d'État qui n'y comprennent rien. Et pour certains, le panafricanisme, c'est un refuge lorsqu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Donc, on traficote avec ses amis européens. Et puis, lorsque le pays se soulève, on prend une posture panafricaine. Donc, nous, aujourd'hui, nous pensons que il faut opérationnaliser le panafricanisme. C'est quoi? Libre circulation des biens des personnes. Oui. Mais est-ce que justement ces sujets-là, on n'y est pas déjà? Vous avez mentionné UEMOA, CEDEAO, etc. Mais vous avez des doctrines qui vont beaucoup plus loin, qui vous parlent de faire de l'Afrique un seul pays, ou d'avoir, pourquoi pas, des chefs d'État à la tête de grands blocs régionaux. Donc, vous savez, c'est progressif. C'est progressif. L'Union européenne ne s'est pas construite en un jour.
Voilà. Même les États-Unis, il y a eu la guerre de sécession pour que on comprenne la nécessité de se mettre ensemble. Donc, il ne s'agit pas pour nous de passer de plusieurs États à un État tout de suite. Nous disons déjà Est-ce que c'est un objectif? Vous pensez personnellement que ça doit être un objectif? Moi, je pense que il est plus facile pour nous de peser dans le monde si nous sommes ensemble plutôt que si nous sommes fragmentés. Vous voyez? La Côte d'Ivoire avec ses 30 millions d'habitants, qu'est-ce que ça pèse en termes de marché dans le monde? Vous voyez? Même pour les investisseurs étrangers. Est-ce que vous pensez qu'il est plus important pour un investisseur d'investir en Côte d'Ivoire que d'avoir la possibilité d'investir pendant l'espace UEMOA? Voilà. Donc, on a des structures politiques, mais on a aussi des espaces. On a l'OADA, par exemple, qui est une volonté d'harmoniser l'espace juridique dans la zone ouest-africaine. Donc, nous pensons qu'il faut continuer dans ce sens-là. Malheureusement, ceux qui empêchent le panafricanisme d'être opérationnel, ce sont nos chefs d'État actuels qui ne comprennent rien. Nous pensons que, comme je le disais, libre circulation des biens des personnes. Un marché public. Oui. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui, par exemple, qu'un vol entre deux États africains coûte plus cher qu'un vol par là en Europe? Comment vous pouvez expliquer qu'il est plus facile pour nous de vendre en Asie, de vendre en Europe que de vendre au Burkina ou au Mali? Voilà les questions que nous devons nous poser nous, en tant qu'Africains. Comment vous pouvez expliquer que moi, je peux prendre ma voiture de Paris et puis je rentre en Allemagne sur l'autoroute? Comment je peux même pas aller à Ouaga par autoroute? Voilà. Donc, nous pensons qu'il faut construire les infrastructures entre les différents États africains. Plus les peuples vont se fréquenter, plus nous allons comprendre qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare, surtout que les frontières que nous avons actuellement, ce n'est pas des frontières que nous avons décidées, nous les avons eues en héritage. Donc, il n'y a pas de grande différence entre le jeune Ivoirien et le jeune Malien. Il n'y a pas de grande différence entre le jeune Ivoirien et le jeune Burkinabé. On cherche tous un État libre et démocratique. On une tous de l'emploi. On cherche tous de la dignité. Donc, si les préoccupations sont les mêmes pour toute cette jeunesse africaine-là, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vers une mise en commun de nos structures politiques? Et je le dis encore, économiquement, il est plus bénéfique pour nous d'avoir un marché commun. Ça pourrait attirer plus d'investisseurs. Vous voyez, le Nigeria aujourd'hui, c'est une puissance. Pourquoi? Parce que quand vous investissez au Nigeria, vous savez que vous avez 100 millions de consommateurs potentiels. Donc, que peut peser la Côte d'Ivoire avec ses 30 millions d'habitants devant le Nigeria qui a 100 millions en termes de marché? Vous-même, vous êtes investisseur. Si vous pouvez investir sur un marché de 100 millions de consommateurs potentiels, bien un marché de 30 millions de consommateurs potentiels, vous investissez. Voilà.